Une nouvelle année commence, c'est l'année 2025, la toute première émission de cette année, le Forum des rédactions. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité tout au long de l'année 2024. 2025 démarre avec plus de 100 000 abonnés YouTube en ce qui concerne la page de Eden TV. Nous tenons à vous dire merci de votre fidélité. Nous allons continuer davantage par travailler pour satisfaire vos demandes, pour satisfaire également vos besoins. Mesdames, Messieurs, le Forum des rédactions est consacré à l'actualité politique, l'actualité sportive, l'actualité économique, tout ce qui concerne l'actualité au Bénin. Cette première émission de l'année nous permettra de faire le tour d'horizon pour voir quelques figures qui ont marqué l'année 2024. Nous avons sélectionné une dizaine de figures pour vous et tout à l'heure, vous découvrirez successivement ces figures qui, selon mes analystes politiques, ont marqué l'année 2024. La question, c'est est-ce que ces figures pourront donc également maintenir le cap pour 2025? C'est à cette question qu'ils répondront, mes débatteurs, après avoir présenté les éléments, les arguments, après avoir croisé les verbes qui montrent que ce sont vraiment ces personnes-là qui ont marqué l'année 2024 selon eux. Une fois encore, merci de votre présence devant votre poste téléviseur. Merci de votre présence sur nos canaux digitaux. Je vous présente les débatteurs après cette courte pause. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Je vous souhaite le meilleur et que l'argent, la bonne santé, le bonheur vous localise de votre position. Quelle que soit votre position sur la terre, vous serez localisé et vous serez satisfait pour l'année 2025. À ma droite, bonne et heureuse année, Oumar Adéandjo. Merci Maury, bonne heureuse année à vous également et à tous nos téléspectateurs qui nous suivent et dont nous avons le retour régulièrement. C'est très gentil de nous contacter, de nous envoyer vos petits messages de soutien. C'est vrai qu'on fait ce qu'on doit faire, c'est notre boulot, c'est notre travail, mais nous en sommes très reconnaissants. Merci infiniment et bonne heureuse année, à nous tous. Je salue également mon ami Hugues Hector Zogo. Bonne heureuse année à lui également. Hugues Hector Zogo, puisqu'il est dévoilé, il est sur ce plateau. Bonne et heureuse année, Hugues Hector Zogo. Merci infiniment, Maureen. Bonne et heureuse année à tous nos téléspectateurs. Bonne et heureuse année également à tous nos internautes qui nous suivent sur nos différents canaux digitaux. Merci à tous pour la fidélité. J'espère que cette année, nous travaillerons davantage ensemble à faire préserver la paix dans notre pays. Dans l'ombre, Marcel Yedo réalise cette émission accompagné des preneurs de son. C'est bien Gérard Ronsa, c'est également Emmanuel Abodjelou. Merci pour le travail que vous abattez au quotidien. Hugues Hector Zogo, vous êtes journaliste, analyste politique, essayiste, écrivain. Vous êtes directeur de publication du quotidien L'Indépendant. Oumar Adéandjo, vous êtes analyste politique, journaliste de formation. Merci d'être venu sur ce premier numéro de cette émission, le Forum des rédactions qui donne le pouvoir à l'information, à l'actualité sur Eden TV. Tout de suite, nous allons donc aller dans le vif du sujet. Le sujet donc de ce jour, le thème est intitulé, tout de suite, je vais y arriver, je vous le rappelle, c'est bien les figures qui ont marqué 2024, seront-elles encore toutes au rendez-vous en 2025? C'est à cette interrogation que vous allez répondre. Et quelles sont ces figures qui ont marqué l'année 2024? Oumar Adéandjo. Nous ne pouvons pas parler de figure sans citer le président de la République, Patrice Talon, qui, dès les premiers mois, a effectué une conférence de presse
au palais de la Marina, au cours de laquelle il a dit beaucoup de choses et qui se sont réalisées tout au long de l'année. La cerise sur le gâteau a été la nomination des ministres conseillers. Hugues Hector Zouo. Déjà, c'est une fierté d'avoir un chef d'État au nom de Patrice Talon. Ça peut peut-être surprendre, mais il faut... Ça surprend. Ça fait penser à Nathan Lacon au début de cette émission. Oui, c'est tout à fait normal que vous puissiez porter ce regard-là. Mais quand je regarde un peu le parcours de notre pays, quand je fais mienne les différentes analyses qui ont été menées depuis les indépendances en 1960, tout le tournant décisif que nous avons pu connaître, en l'occurrence, la période de la conférence des forces vives de la nation de février 1990, et que je me retrouve pratiquement à l'ère de la rupture, qui, bien évidemment, était le slogan utilisé alors par le présidentiable Patrice Talon, qui se retrouve depuis le 6 avril 2016, président de la République du Bénin, chef de l'État, chef du gouvernement. Oui. Je me rends davantage fier en tant que citoyen béninois. Fier parce qu'en 2024, fondamentalement, j'ai vu un chef d'État qui a pu travailler sur les leviers de gouvernance, en l'occurrence la bonne gouvernance. Et plusieurs indicateurs ont pu permettre à notre pays, le Bénin, d'être repositionné davantage sur l'échiquier mondial. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand on parle des 25 meilleures destinations touristiques, on ne peut pas citer le Bénin. On ne peut ne pas citer le Bénin. Et en tant que citoyen, c'est une fierté pour moi de savoir qu'il y a autant de pays dans le monde entier et que quand il est question d'aller au contact de cette valeur fondamentale qu'est le tourisme, on peut se dire, au titre des 25 pays, on peut citer le Bénin. Si on cite le Bénin, ça voudrait forcément dire que les Béninois développent au niveau de leur pays un certain nombre de qualités, de valeurs, en l'occurrence la fraternité. Je vais mieux m'intéresser encore à cette figure politique pour dire qu'on aurait pu avoir des chefs d'État qui aient travaillé durant pratiquement une dizaine d'années, en respect donc à la loi fondamentale de notre pays, sans pour autant se retrouver, être cités au titre des figures ayant marqué l'histoire. Patrice Talon aujourd'hui est resté assez téméraire. Il a entrepris plusieurs réformes, que ce soit institutionnelles comme politiques pour notre pays. Et bien que cela lui ait coûté tout ce que nous connaissons, les critiques suffisamment au niveau des populations, il est resté assez ferme par rapport à sa conviction. Ça voudrait dire qu'il a porté une vision. Il y a cru en 2024, on a eu l'impact. La question fondamentale, c'est de savoir est-ce que Patrice Talon va pouvoir se retrouver encore au rang des figures qui seront citées en 2025? Je crois fondamentalement que oui. Et pour cause, nous sommes pratiquement à la veille des élections générales de 2026. Le premier acteur qui doit pouvoir permettre aux Béninois de vivre dans un environnement de paix et de stabilité politique, c'est bien sûr Patrice Talon. Et je pense, pour le peu que j'ai pu voir au niveau de ce chef d'État, depuis qu'il a pris les rênes de notre pays à la date d'aujourd'hui, je suis tenté de dire qu'en 2025, cette année qui s'ouvre, donc, il va effectivement travailler à ce que nous puissions connaître davantage la paix au niveau de notre pays. Et donc, par conséquent, en décembre ou l'année prochaine, on fera le bilan. Oumadi Anjou, Patrice Talon, au cours de l'année 2024, a géré la crise face au Niger, mais il a également géré, entre griffes, la crise liée au code électoral. Oui, les remous liés au code électoral, toute la véhémence avec laquelle... ça remous. Oui, toute la véhémence avec laquelle la classe politique, on va dire, dénonce un peu le côté très contraignant de ce nouveau code électoral.
Bon, déjà même quand vous posez la question, les figures qui ont marqué 2024, on pense forcément à lui en premier, parce que c'est lui qui a les rênes aujourd'hui de la destinée de Après lui, de on peut notre continuer pays. pêle-mêle. Oui, Mais après lui, chacun dira pour lui. On ne pourra pas citer tout le monde, mais on dira ceux qui nous ont marqué, nous particulièrement. Et Patrice Talon, moi je pense que, vous souvenez-vous, à la fin de 2023, on se disait que bon, voilà, ça y est, il a déjà fini de construire ce qu'il peut construire, maintenant il faut qu'il fasse... Mais il ne s'est pas arrêté, il construit, il ne finit pas de construire. Comment on appelle, des marchés qui sortent de terre, comment on appelle, des routes, enfin, le cadre de vie qui change complètement au Bénin. Et vous souvenez-vous également, le pays. Il a métamorphosé le pays, c'est vrai, il a complètement changé le pays. Le visage du Bénin a changé, ne serait-ce que les grandes villes du Bénin, le visage a changé. Et regardez un peu le classement que Jeune Afrique a fait. Jeune Afrique, c'est un journal très sérieux, c'est des gens qui sont d'un très grand sérieux et on le sait tous. Et je dirais même que c'est la référence en matière de journalisme aujourd'hui en Afrique. Jeune Afrique qui fait un classement où on cite le Bénin comme étant, enfin le Cotonou je veux dire, comme étant comment on appelle la ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Vous imaginez ce que c'est? Ça veut dire qu'on est devant Abuja, on est devant Abidjan, on est devant, je ne sais pas moi, Dakar, toutes les grandes villes de l'Afrique de l'Ouest. Cotonou est désormais la ville la plus propre de l'Afrique de l'Ouest. Quel que soit ce qu'on trouvera, c'est une fierté. voilà, c'est une grande fierté, c'est un travail qui a abouti à quelque chose. Tout au long de l'année 2024, on a parlé également de tout ce qu'on a donné comme bonne note sur le plan financier également au Bénin. Voilà. Donc, la crise Bénin-Niger? La crise Bénin-Niger également, la gestion, c'est vrai qu'à un certain moment, il y a eu un peu d'ego de part et d'autre, mais très tôt, le président Talon, il a fait preuve de, comment on appelle, de bonne foi, il a montré toute sa volonté de vouloir régler les problèmes, même si au niveau du Niger, ça continue, parce que de leur côté, peut-être qu'on fera un autre débat par rapport à ça, parce que moi j'ai un avis vraiment très tranché par rapport à cette affaire. Je sens un trop grand populisme de la part donc, comment on appelle, des dirigeants militaires du Niger. On surfe sur le populisme, c'est parce que les populations veulent. Ils ont pris le pouvoir pour des raisons bien précises, ils veulent lutter contre les terroristes, mais au lieu d'aller lutter contre les terroristes, on cherche des faux fuyants, des faux semblants pour essayer donc de détourner l'attention des populations. Est-ce que le président Patrice Talon va maintenir le cap pour 2025? Oui, mais lui, je ne dirais pas maintenir le cap, pardon, mais il sera tout au moins au rendez-vous, si on veut répondre à la question que vous avez posée. Oui. Donc, il sera tout au moins au rendez-vous pour les mêmes raisons que Hector a dit tout à l'heure. C'est lui, donc le président de la République. 2025 est une année décisive. Et sur le plan politique, en ce qui concerne le Bénin, on aura notre première élection générale. Donc, il sera là, on attend son dauphin, c'est en 2025 qu'il devra nous le dire. Déjà autour du 11 octobre, normalement, on doit, oui, autour du 11 octobre, voilà, en octobre, autour du 11 octobre déjà, on devrait savoir qui est le dauphin de Patrice Talon. Non, Patrice Talon reste la figure la plus importante. Est-ce que le dauphin sera un blanc ou un noir? De 2025, ça là, c'est à n'en point douter parce que c'est une année où les Béninois seront vraiment très attentifs à tout ce qui a rapport avec la politique. Donc on attend de voir comment est-ce que tout cela va se passer. Avec votre permission, Oumar Deandjou, Hector Zogo, je vais donc aller du côté de l'Assemblée nationale. Une figure quand même, lorsque nous avons essayé de voir un peu ceux qui ont bougé un peu sur les plateaux de télévision à des moments donnés, nous avons repéré l'honorable Maïcinte Diaïgo. Maïcinte Diaïgo qui est à l'Assemblée nationale, qui quand même est intervenue sur plusieurs sujets d'actualité, sur des plateaux de télévision. Hector Zogo. Vous avez entièrement raison. Vous savez que depuis l'installation de la 9e mandature, on n'a pas eu la chance d'avoir plusieurs acteurs politiques, en l'occurrence des députés qui se retrouvent au niveau de notre hémicycle, qui aient pu prendre suffisamment de paroles sur des dossiers d'intérêt national. Et on peut le comprendre, hein, pour la plupart, c'est des acteurs qui préfèrent ne pas faire des déclarations, parce que faisant des déclarations qui pourraient toutefois les rattraper. Mais quand on prend l'honorable Maïcinte Diaïgo, qui a eu la chance quand même de diriger une grande institution qui travaille
à l'employabilité de la jeunesse africaine, on peut se permettre de dire inéluctablement qu'il fait partie des meilleurs acteurs de l'Assemblée nationale qui, effectivement, ont pu répondre aux attentes des acteurs des médias. Et surtout avec ces interventions sur certaines questions lors des tests de loi à l'Assemblée nationale. Je vais y revenir. D'accord. Je voudrais quand même... Comme on n'a pas beaucoup de temps. C'est vrai, je voudrais quand même essayer de présenter un peu le tableau pour vous permettre de comprendre que les députés à l'Assemblée nationale ont normalement le droit de prendre la parole, surtout quand il s'agit des sujets d'intérêt national. Vous avez vu cette question qui a rapport au Vodun Days. Oui. Vous avez vu les déclarations que l'honorable a pu faire. Voilà des déclarations qui retiennent l'attention. On est pratiquement à quelques jours des préparatifs de Vodun Days. Mais si le gouvernement prend des initiatives et en retour, on n'a pas des acteurs qui légifèrent et qui, d'une manière ou d'une autre, se prononcent pour permettre au gouvernement de savoir est-ce que ce que nous sommes en train de faire, est-ce que ça rentre effectivement en ligne de compte d'intérêt national. À des moments donnés, il y a un doute qui plane. Et quand le doute plane, on a parfois envie de rebousser chemin. Vous savez qu'il y a quand même une loi sur la reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants. Tout à fait. Les afro-descendants qui, aujourd'hui, souhaitent revenir sur leur terre d'origine, sur leur terre d'appartenance, pour contribuer au développement de notre pays, le Bénin. Quand il y a eu cette loi qui a été votée, par exemple, on a suivi l'honorable Maïcente Diego, qui n'a pas manqué de démontrer... De défendre également, de démontrer l'importance. L'importance de cette loi-là qui a été votée. Parce que tout de suite, quand la loi a été votée, des commentaires allaient dans tous les sens. C'est comme si on voulait attribuer la nationalité béninoise à tout vent. À tout vent, ouais. Et donc, sa sortie a quand même permis de recadrer les choses. Et vous avez vu tout de suite, ceux qui avaient l'intention de porter du discrédit sur cette mesure conservatoire, ils se sont rangés. Oui, parce qu'il a apporté arguments et verbes. Évidemment. Et on peut quand même le lui reconnaître. Hein. Si vous parcourez toutes nos chaînes de télévision, que ce soit Eden TV, que ce soit Canal 3 Bénin, même Golf TV à l'époque, que ce soit TVC, que ce soit l'ORTB qui se retrouve être la SRTB aujourd'hui, il est passé sur tous ces plateaux de télévision. Et c'est des déclarations de qualité. Et moi, je trouve quand même que notre pays a eu une chance formidable d'avoir un digne fils du genre se retrouver à l'Assemblée nationale. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il va pouvoir maintenir le cap? Avant de répondre à cette question, il y a une chose qui a retenu mon attention, directeur Zogo. Oui, l'honorable Maïcente Diego a été identifié avec certains de ses pairs, notamment l'honorable Rouimbo, l'honorable Malik. Ah oui, c'est vrai, au niveau de l'association des parlementaires. Tout à fait, où ils ont été identifiés. Au niveau de l'association des parlementaires francophones pour élaborer un rapport sur l'économie circulaire. Et l'économie circulaire qui respecte donc la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est pour l'économie durable. Évidemment. Et ça a vraiment retenu l'attention. D'ailleurs, ça l'a amené à effectuer... Et ça a amené cette députée à effectuer une mission vers le Laos, vers le Canada et autres. Et je pense que particulièrement... Quand on suit très bien l'actualité de Maïcente Diego, enfin, c'est comme ça que moi je l'appelle, c'est quelqu'un que je connais très bien depuis plus de 10 ans. C'est un monsieur, enfin, parlant de qualité, vous avez parlé de qualité de ses sorties, qualité de son propos, qualité également de sa manière d'être. C'est quelqu'un, c'est un battant. C'est un vrai battant. Si vous permettez, la particularité au niveau de ce cadre béninois, c'est qu'il est très effacé.
Oui, on le voit très rarement, mais quand il pose des actions, c'est des actions qui sont remarquables. Moi, je vais vous rappeler une action qu'il a posée qui date d'à peu près 10 ans maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Samedi des métiers. C'est une émission qui passait sur l'ORTB. En matière d'émission de promotion de l'emploi au Bénin, c'est pratiquement la première émission qu'on a eue. Et c'est au moment où il était le directeur général de l'Agence nationale de l'Agence pour l'emploi, l'ANPE. Donc, depuis ce temps, moi, je l'ai connu parce que j'ai travaillé sur cette émission-là. Je faisais tous les reportages qui étaient dedans. C'est Ozias qui présentait, Ozias Sounovo qui présentait. Mais moi, j'étais derrière. Je faisais vraiment beaucoup de choses derrière. Et c'est là que j'ai côtoyé l'homme. Et pour vous dire vrai, Mexan Diego, je le disais tantôt, c'est un battant. Et moi, je ne serais pas surpris qu'il fasse partie très bientôt de ceux qui vont marquer 2025, mais au-delà même de 2025. C'est un élément à prendre en compte. C'est quelqu'un qui a l'amour du Bénin et qui veut vraiment travailler pour le Bénin. Il n'y a qu'à le voir à l'œuvre et vous allez vous en rendre compte. Moi, par exemple, la dernière fois, tout le monde parlait du budget. Et quand on prend comment on appelle, les gens de la mouvance présidentielle, tout le monde encensait le budget. On disait, ouais, c'est un bon budget. Mais c'est le seul qui a eu ce petit bémol, qui a dit, écoutez, Mexan, oui, le budget, c'est très bon, mais Mexan Diego ajoute, mais il faut l'utiliser à bon escient. Donc c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui a toujours les pieds sur terre, qui a toujours l'intérêt du peuple en ligne de mire. C'est ce qui le préoccupe très souvent. Et quand vous parlez du fait qu'il intervient aujourd'hui à l'international, ce n'est pas la première fois qu'il intervient à l'international. Quand Mexan Diego va quelque part, quand il est dans un secteur, la plupart du temps, il aboutit finalement à l'international. Prenez la NPE, quand il était directeur de la NPE, il a fini également à l'international. Grâce à la NPE, par son travail qu'il faisait à la tête de la NPE, il a été repéré également. Et on lui a dit, ben, écoutez, il y a également un credo comme ça pour les jeunes, pour l'emploi des jeunes à l'international. Sur le plan africain, il a été nommé en tant que représentant donc, du Bénin à ce poste-là également. Donc, Mexan Diego, pour moi, personnellement, c'est quelqu'un que j'admire. Moi, j'ai parlé de lui de manière très spontanée. Ça fait la deuxième fois que je parle de lui sur ce plateau-là. Et la première fois, c'était par rapport, quand on était sur un plateau d'analyse. Voilà, un plateau d'analyse. Et de manière très naturelle, j'ai lu son propos qu'un journal avait voilà, et j'ai dit, voilà quelqu'un qui compte. Moi, je pense qu'il a compté pendant 2024. Il comptera également tout au long de 2025 et bien plus encore. C'est quelqu'un sur lequel, enfin moi personnellement, pour avoir été très proche, pour l'avoir côtoyé un tout petit peu, ne serait-ce que sur un an ou deux, oui, c'est un bon travail. En travaillant dans mon travail de journaliste, je pense que c'est quelqu'un qui a l'amour du Bénin, c'est quelqu'un qui aime le travail bien fait. Et il n'y a pas de raison qui aime la patrie, il n'y a pas de raison que celui-là ne compte pas en 2005 et bien au-delà de 2005. 2026 également. Oui, 2026. Pour finir. Oui, pour finir, je pense que tout acteur qui s'intéresse à l'employabilité de la jeunesse mérite beaucoup plus d'attention. Parce que le véritable défi aujourd'hui des États africains, c'est la question de l'employabilité. Et il a si bien dit, quand Mexan Diego se retrouvait au niveau de la NPE, à l'époque, il n'était même pas encore député à l'Assemblée nationale. Mais vous aviez vu avec quelle rigueur il a pu gérer cette structure-là. Et donc, tout ça aujourd'hui est mieux suivi. Et d'ailleurs, ça lui a permis de se retrouver aujourd'hui responsable du réseau des parlementaires en charge de la formation et de l'emploi. Et là encore, il est le premier responsable, donc il est le coordonnateur. C'est une expertise pour lui aujourd'hui. En fait, quand on parle dans son marigot. de l'employabilité des jeunes, c'est quelque chose que je ne dirais pas au Bénin, mais en Afrique, on ne peut pas en parler sans s'intéresser à la figure de l'honorable Mexan Diego. Et vous l'avez dit, maintenant on répond à la question, va-t-il donc maintenir le cap pour 2025? Puisque je lui avais arraché cette réponse qu'il voulait donner. Non, je pense quand même que ce n'est pas une question qui se pose à son niveau. La question ne se pose pas à son niveau puisque le défi de l'employabilité reste aujourd'hui pour tous les États africains, comme je l'ai dit. Et lui, il en fait une expertise. Il y travaille au quotidien. Il ne se retrouve pas, par exemple, dans la posture des acteurs politiques qui viennent juste discuter des questions d'emploi quand il y a période de campagne. C'est son quotidien. Même quand vous l'approchez, quand vous prenez la peine de suivre un peu les différentes communications qu'il présente, il y a toujours un aspect qui s'intéresse à l'employabilité. On va passer à une autre figure du Bénin. Oui, une femme. La seule femme parmi la liste que nous avons essayé de retenir, la seule.
Non, Il y a deux, d'accord. Bon, oui, mais permettez-moi de dire la seule femme présidente de parti. Oui. D'accord, vous êtes d'accord. Présidente de parti politique au Bénin. Évidemment. D'accord. Alors, Claudine Afiavi-Prudentiaux. Vous l'aviez dit. Je commence par vous. D'accord. Je vais bien commencer. D'abord, moi, je vais vous dire une chose qui est très, très personnelle par rapport à cette dame-là. Je ne l'ai jamais... Enfin, vous l'appelez dame-là? Oui, bon, c'est une manière de parler. C'est notre ministre. Oui, je suis d'accord. Oui. Et c'est notre présidente ici aussi. C'est notre des premiers responsables à Eden TV. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que moi, je me souviens de cette dame-là quand je suis rentré dans, comment on appelle, quand j'ai commencé le journalisme. C'est bizarre de parler de PDM sur un plateau de télévision, mais je vais vous dire une chose, j'ai gardé une très bonne impression de cette dame-là. En 2024, on appelle ça déplacement. En fait, voilà, un petit déplacement parce qu'elle avait fait appel aux chaînes de télévision. J'étais en ce moment dans une autre chaîne de télévision. Bon, LC2, j'étais en ce moment à LC2 et j'ai été là-bas. Elle m'a marqué, mais incroyablement. Elle ne nous a pas pris pour des va-nu-pieds comme la plupart des personnalités politiques dans le temps. Elle nous a pas. Dit, hein. Non, oui, mais c'est réel. C'est réel. Elle nous a pas regardé de haut. Ça, c'était un message très personnel que je voulais dire à l'endroit de Madame Prudentiaux. Oui, Madame Claudine Prudentiaux. Elle a comment on appelle cette estime-là pour le journaliste. Depuis que je suis ici, je n'ai jamais reçu d'ordre, par exemple, d'elle pour me dire non, parlez comme ça, ne parlez pas comme ça. Ça veut dire que c'est la preuve que c'est une personne qui croit en ce que nous sommes en tant que journaliste, en notre profession, en notre qualité. Et ça, moi, je voudrais vraiment saluer ce statut-là. Maintenant, quand on a fini avec tout ça, de dire tout ce qui est très personnel, pourquoi elle a marqué cette année. D'abord, première chose, c'est la seule femme qui reste véritablement sur la scène politique aujourd'hui. Observez très bien, parti politique dirigé par une femme, avec tout ce qu'on a eu comme réforme sur le plan partisan. Elle a regardé un peu le code électoral, regardé un peu le code des partis politiques, ou bien comment on appelle ça déjà là, les règles en ce qui concerne les partis politiques. Tout cela a été corsé. Mais cette dame-là, elle est là avec la Renaissance. Elle est là, toujours présente en tant que femme. Moi, je pense que c'est quelqu'un qu'on doit pouvoir saluer et continuer à croire en elle un tout petit peu quand même. Pour ceux qui peut-être se disent non, c'est parce que c'est des travailleurs des non, c'est pas ça. Faites un peu l'effort, prenez un peu de recul et regardez un peu l'arène politique. C'est pratiquement la seule qui tient encore la dragée haute en tant que femme. Et ça, moi, je pense qu'on peut le saluer. Et gérer aujourd'hui une chaîne de télévision à mettre des moyens dans ce truc-là, qui est aujourd'hui, disons-le clairement, où les chaînes n'ont plus de pub pour pouvoir se faire un peu d'argent, il n'y a plus grand-chose, où tout est vraiment cadenassé. Pas forcément du fait des politiques, mais ne serait-ce que parce que la morosité économique est là et tout. Mais malgré ça, elle continue à faire vivre cette chaîne-là. Ne serait-ce que ça, c'est une personne qui compte et qui va compter en 2025 encore. Moi, je pense, elle a été nommée, je crois, ministre conseiller chargé de la santé. Oui. Voilà, donc c'est la preuve que les autorités également voient en elle également une personne qui tient la route. Et au-delà de ça aussi, il y a eu l'Institut de la femme où elle est passée brièvement. Et puis après, bon, finalement, elle a cédé la place. Brièvement et brillamment. Oui, et brillamment aussi, voilà. Donc, Oumar Adéandiou, Hector Hugues Zogo, elle a été présente sur tous les sujets d'actualité. Même en étant en dehors du pays, elle a toujours réagi au nom du parti à travers un communiqué qu'elle sort pour montrer sa position. À des moments donnés, moi, j'ai eu peur parfois par rapport à ses positions en étant un soutien du chef de l'État. Oui, c'est aussi ça, la valeur des grands hommes. Vous savez, des grandes femmes aussi, en l'occurrence. Le fait que vous soyez soutien au président de la République, c'est le privilège que vous avez de pouvoir lui dire la vérité quand ça ne va pas. Ce n'est pas de pouvoir vous retrouver dans le sens des poils. C'est pas le fait de vous retrouver dans les coulisses, à mal parler peut-être d'une action qu'il a posée, d'un acte qu'il a posé, et finalement permettre à la classe opposante qui ne partage pas la même vision de gouvernance que lui, de commencer par relayer tout ce qui, fondamentalement, a été dit. Donc, quand on s'intéresse un peu à la figure de Madame
Claudine Afiavi Prudencio, on reconnaît donc cet engagement de soutien franc et sincère. C'est-à-dire que je suis certes de la mouvance, mais quand ça ne va pas, quand il s'agit de l'intérêt national, je me prononce en tant que fille du Bénin. C'est la chose la plus normale qui devrait pouvoir exister. Mais vous savez malheureusement qu'en politique, tous les coups sont permis. Oui. Et donc, au moment où elle faisait tout ça, au détriment d'un quelconque avantage politique, beaucoup s'en servaient aussi en 2024 pour lui rendre des coups. Parce que des relais, d'une manière ou d'une autre, se faisaient. Madame Afiavi Prudencio vient encore de faire telle déclaration, Monsieur le Président de la République. Est-ce que véritablement elle est avec nous, ainsi de suite. Mais c'est au cœur de ça que le chef de l'État lui a renouvelé publiquement sa confiance. J'insiste sur l'aspect publiquement parce qu'à aucun moment le chef de l'État n'a dit préalablement qu'il y avait un problème entre elle et puis lui. Parce que quand elle a quitté l'Institut national de la femme, beaucoup se disaient, bon voilà... c'est sûr qu'il y a un torchon qui brûle il y a un torchon qui brûle. Il y a un problème, mais en réalité, les gens ont fait trop... C'est le chef de l'État qui, à travers son pouvoir discrétionnaire, prend la décision de nommer qui il veut, où il veut. Donc, il faut qu'à un moment donné, nous puissions arrêter de penser que dès qu'on demande à quelqu'un de ne plus poursuivre la mission qui lui est assignée, c'est forcément parce qu'il y a disgrâce. Et Madame Claudine Afiavi, comme vous l'avez dit, elle s'est intéressée à tous les sujets d'intérêt national. Vous avez vu sa position par rapport à la fermeture de frontières entre le Bénin et le Niger. Vous savez que c'est un dossier assez sensible. Très sensible. Et pourtant, elle fait partie des rares personnalités qui aient pris la parole pour demander à ce que le calme revienne. Elle a même initié des actions au niveau de nos frères nigériens. Elle leur a adressé aussi des communiqués pour que de leur côté aussi, ils puissent comprendre que le Bénin et le Niger sont des pays frères. C'était vraiment ce mot qu'elle utilisait souvent. Je vais ajouter quelque chose rapidement par rapport à Mme Afiavi Prudencio. C'est que cette dame-là, regardez très bien sa manière de faire de la politique. Vous allez sentir l'amour du pays dedans. Et quand vous regardez très bien, elles sont toutes très souvent de jeunes. C'est vrai que tous n'ont pas toujours les comportements qui vont avec. Nous sommes dans l'arène politique, tous les coups sont permis, comme il a dit. Elle reçoit des coups. Mais malgré ça, elle ne perd pas confiance vis-à-vis des jeunes. Elle prend toujours de très jeunes autour d'elle. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui aime le Bénin, qui aime la jeunesse. C'est quelqu'un qui a l'amour de la jeunesse. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué en elle depuis toujours. Et quand vous regardez, depuis toujours, quand les télés ont commencé à être... Bon, en tout cas, le temps ne nous permet pas de tout dire par rapport à elle. Est-ce qu'elle va continuer par marquer oui, c'est une personnalité qui va marquer l'année encore. En tant que femme, c'est la seule... Surtout avec la nouvelle mission. Oui, elle est désormais conseillère, ministre conseiller donc à la santé. Donc, c'est sûr qu'en 2025, on entendra parler d'elle. Et au-delà de ça, vu sa manière d'être, vu sa capacité à rester dans l'arène politique, malgré tout ce qu'il y a eu comme réforme, enfin, tous les autres ont été balayés, toutes les autres femmes, vous les voyez où maintenant. Mais elle est toujours à la tête de son parti. La Renaissance nationale vit toujours. Donc, c'est la preuve qu'on peut compter sur elle pour 2025 et peut-être même au-delà. Validé. Vous mettez le cachet. Oui, je valide. Elle sera là. Oui. Non, il n'y a pas de raison à ce qu'on ne compte Madame Claudine Afiavi Prudencio parmi les 5 grandes figures de 2025. Ah oui. Il n'y a pas de raison à ce qu'on ne la compte pas. Parce que d'abord, chef de parti politique. Quand vous commencez par d'abord, ça ne m'arrange pas parce qu'il y aura ensuite et après on fait. Elle est d'abord chef de parti politique. La seule femme chef de parti politique, ça fait 2 avantages. Et elle se retrouve porter la casquette de ministre conseiller après toute l'expérience qu'on lui connaît. On ne va pas revenir sur son parcours politique. Et vous savez quand même que cette femme-là, quand elle est très loyale en fait. Merci. Général Fructueux Barry. Ah oui, c'est une très bonne note là.
C'est une très bonne note parce que, vous savez, le chef de l'État, en prenant la parole à l'Assemblée nationale le 20 décembre, si je ne me trompe, si mes souvenirs sont bons, le 20 décembre 2024, le premier ou les premiers mots qu'il a pu sortir, c'est des mots qui s'intéressent à la défense nationale. Et aujourd'hui, quoi qu'on dise, si notre pays s'est retrouvé à n'avoir perdu même pas un seul centimètre carré de son territoire, c'est d'abord grâce à l'armée. Et si on parle de l'armée, c'est fondamentalement grâce au leader qui est en train d'accompagner les différentes réformes mises en place. Vous aviez suivi le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui s'est retrouvé à Dessa, à Lada, au niveau de leur garnison, oui, du camp militaire, pour vivre une certaine communion avec les hommes, les forces de défense nationale. C'est grâce au général Frotieux Baguidi. Donc c'est pour dire que aujourd'hui, la troupe, elle est très bien mobilisée. Depuis 2024, ce que nous avions vécu en 2024, si la troupe elle est restée assez sereine, si la troupe elle est restée constante par rapport surtout à la loyauté à la République. Je parle de la loyauté à la République, c'est d'abord grâce au général Frotieux Baguidi. Et vous savez, chef d'état-major des armées, vous savez, on a vécu dans notre... chef d'état-major général. C'est bien ça. D'accord. On a vécu dans notre histoire politique une note pas bien séante, pratiquement en fin d'année. Il s'agit de la tentative d'atteinte contre la sûreté de l'État. Ce n'est pas au niveau de tous les territoires que, après avoir vécu de pareils scénarios, il y a de stabilité au niveau de l'armée. Ça voudrait dire que le général maîtrise très bien la troupe. Très bien. Parce qu'il y a plusieurs généraux que nous avons aujourd'hui au Bénin. Il y a les colonels qui se retrouvent également être là et qui sont en réalité des stratèges. On fait un clin d'œil au général Bala, au passage. Pourquoi pas Et à tous les autres généraux. Il y a beaucoup d'autres. Il y a d'autres généraux. Bon, ils ne sont pas aussi nombreux que ça. À travers et je vais finir, pour dire qu'en 2025... Le temps avance. Et si je vous dis qu'il ne nous restait que 12 minutes. Oui, je dirais qu'en 2025, 14 minutes. Le général va compter encore parmi les grandes figures. Parce que là, c'est sûr que le langage a déjà changé. Puisqu'on se retrouve avec des pays frères et amis qui nous lancent des pics de temps à autre. Et quand ça se passe comme ça, il y a d'autres stratégies qu'on met en place et je crois que le général Frotieux Baguidi, pour le parcours professionnel qu'on lui connaît, avec toute la formation qu'il a pu faire à l'extérieur avant de pouvoir se retrouver à la tête de notre armée, je pense qu'il est en mesure de démontrer que le Bénin reste une très grande nation. Très bien. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, sinon j'aurais dit qu'on aille regarder un peu le son CV, c'est ça? Voilà. Son CV? Oui, mais ici maintenant, on ne finira pas, c'est ce que je disais. Donc, il y a des gens qui méritent vraiment leur titre de généraux. Et le général Frotieux Baguidi en fait partie. Ce ne sont pas des gens qu'on a nommés comme ça, non. C'est des gens qui ont travaillé et qui ont mérité vraiment ce titre-là. Et lorsqu'une institution marche bien, quand une institution marche très bien, c'est dû à quoi? Ne serait-ce qu'une institution comme l'armée, c'est forcément la tête. Regardez bien la tête. Comment marche la tête elle-même. Et je pense que le général Frotieux fait un travail énorme donc, au niveau de l'armée, au niveau donc, des armées, on va dire, avec le contexte actuel de terrorisme et tout. Et ils font ce travail-là dans le silence total. On n'en parle pas. Personne ne dit quoi que ce soit. C'est difficile, c'est dur. Avec les moyens que sont celui du Bénin, ils arrivent quand même à tenir tête à ces personnes-là et à garder inviolé le territoire national. N'eût été ce travail-là que fait l'armée aujourd'hui avec avec le général à la tête, je vous assure, peut-être qu'on ne dormirait pas tranquille à Cotonou aujourd'hui.
mais grâce à ce travail-là, grâce aux instructions qu'ils reçoivent certainement du chef de l'État et l'application qu'ils en font, moi je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. On ne peut pas parler des figures qui ont marqué 2024 sans parler donc du général Fructueux, ne serait-ce que pour rendre hommage à toute l'armée nationale. Est-ce qu'il va maintenir le cap pour 2025? Non, moi je pense qu'il devrait maintenir le cap. C'est même notre prière. Que ce monsieur continue donc à donner les bons ordres, à donner les bonnes directives aux militaires afin que notre territoire reste inviolé avec ces hors-la-loi qui sont à nos portes. Il faut faire très attention. Et donc, nous ne pouvons que prier pour que 2025 soit une année où le général Fructueux soit l'une des figures qui va compter véritablement dans ce pays. Oui. Ousmane Batoko. Oui, vous savez... Non, laissez-moi faire l'introduction. Laissez-moi faire l'introduction. Laissez-moi faire l'introduction. Il a défrayé la chronique pendant très longtemps. Grâce à sa participation, grâce à son passage. Ousmane Batoko, le président, je peux dire président, non? Oui, c'est bien président ça. Ousmane Batoko, qui était dans son coin tranquillement, que vous êtes allé chercher. Je parle de vous, du directeur Zogo. Et vous l'avez amené dans nos locaux ici. Ousmane Batoko, oui, ses propos ont fait le tour du monde, ça a fait jaser, ça a fait réagir. Ousmane Batoko, je vous laisse la parole. Oui, en fait, parfois, il y a de ces baobabs-là qui, prenant la parole pour quelques minutes, arrivent à faire trembler toute une république. Et je pense que c'est le cas de l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. Oui, je le dis oui, je le dis de cette façon-là parce que, vous savez, c'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. Ils ne prennent pas la parole à tout va. Et donc, quand ils arrivent à prendre une fois la parole et que c'est dans le but de se prononcer sur des sujets d'intérêt national, mais dont les sensibilités affectent surtout les partis politiques, on se rend compte que ça retient plus l'attention. Et donc, c'est ce qu'on a vécu avec l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, avec les différentes déclarations qu'il a eu à faire en 2024. Moi, je retiens une seule chose. Laquelle? Président. Président. Donc voilà. Il a repris un peu les propos de Léonis Kogleville, le député, l'honorable à l'Assemblée nationale. Mais c'est la façon, de le faire qui retient mon attention. Donc vous voyez, après cette sortie-là, il y a eu des crispations. Effectivement. Voyez-vous. Donc ça voudrait dire qu'à un moment donné, les gens avaient soif de parole. Beaucoup voulaient parler, mais ils n'avaient pas le courage de parler. Et donc, une voix qui porte a pu faire passer un message et on s'est dit, bon, enfin, on est soulagé. Et on est revenu encore... c'est pas sûr qu'on le voit encore en 2025. Non, on va le voir en 2025 parce qu'il fait partie Moi, quand même... je ne suis pas trop sûr. Non, on va le voir en 2025. Parce qu'il a fallu que... Je peux dire que c'est par hasard. Hein, parce qu'il aurait pu venir ici sans qu'on ne le prenne. C'est vrai. Sans qu'on ne lui fasse cette interview. Je suis entièrement d'accord, mais rassurez-vous qu'on va le retrouver, en 2025. D'accord. Je laisse Oumar intervenir et je vais revenir par rapport à 2025, moi je dirais, si on va le retrouver en 2025 ou pas, ça sera soit, ça dépendra essentiellement de lui-même. Voilà, ça dépendra de lui. Voilà, parce que lui, aujourd'hui, je ne sais pas comment le dire, c'est un mastodonte de la politique béninoise. Même il reste assis dans son coin, il ne dit rien. Il ne dit rien, c'est rien. Voilà, ce rien-là est audible quelquefois. Même pas dans son oui, c'est audible quelquefois. Et puis, je vais vous dire une chose. La déclaration qui fait qu'aujourd'hui, on met Ousmane Batoko parmi ceux qui ont marqué l'année 2024. Écoutez bien ce qu'il a dit. En fait, M. Batoko, il n'a rien dit de nouveau. Il n'a rien dit de nouveau. Il a dit simplement ce que nous avons l'habitude de dire sur ce plateau. Mais comme c'est une voix qui porte, comme c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, c'est un mastodonte comment on appelle de ce pays, de la politique de ce pays,
Il a suffi que lui, il répète simplement tout ce que nous on a dit tout le temps sur les plateaux pour que voilà, ça ait la résonance que ça doit avoir. Et tout le monde a commencé à jaser, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur comment on appelle les télévisions partout. Tout le monde a répliqué, oui, Batoko a dit ci, Batoko a dit ça. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est des voix qui portent, c'est des personnes qui ont marqué leur pays, qui ont laissé leur empreinte dans comment on appelle, dans la politique de notre pays. Donc c'est tout à fait normal que de temps en temps qu'ils prennent la parole. Qu'il va encore marquer l'année 2010. Ça dépendra de lui. Sur cet aspect-là, ça dépendra de lui. Ça dépendra de quel rôle il veut jouer. Parce que lui, il a déjà, son parcours, il a fait vraiment. Voilà. Donc ça dépendra de ce qu'il veut jouer comme rôle. Il ne veut pas jouer de rôle. Il a dit, hein, ça dépendra du rôle qu'il va jouer. Et je pense que l'ancien président Anati Tengou. Ah, il est Anati Tengou. Oui, il est Anati Tengou. L'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, fait partie des grandes figures de notre pays qui pensent que 2026 ne peut pas se décider sans eux. Ah oui? Ah oui, et vous savez, il y a eu Ini Nati 2026 qui a été quand même une initiative du président Ousmane Batoko. Ini Nati, où il a regroupé plusieurs cadres au niveau de son hôtel. Oh les gars, vraiment, le temps avance, le temps avance, le temps avance. Quand on parle de Ousmane Batoko, on va parler de Rachid Gbadamassi. On ne peut pas ne pas parler de Rachid Gbadamassi. Rachid Gbadamassi. Il est resté, 2024. quel que soit ce qu'on dira de Rachid Gbadamassi, quelles que soient les critiques qu'on va formuler, c'est que tout au long de cette année-là... C'est le bouc en train. Oui, c'est lui qui est resté. Il est resté droit comme une bosse derrière, comment on appelle le président, comment on appelle Patrice Talon. Il a tout le temps défendu ce que Patrice Talon fait. C'est-à-dire que même quand il y avait des bémols à mettre, lui, il trouvait le moyen de peindre tout de manière très jolie. Et ça, il a fait tout le temps. Oui, il a fait tout le temps. Et moi, je ne suis pas surpris, contrairement à ce que beaucoup de personnes ont déclaré après qu'on ait nommé. Moi, je ne suis pas surpris qu'on ait nommé ministre conseiller. Parce que quand on veut prendre le conseil de quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui peut me donner des conseils dans le sens de ma vision. Quelqu'un qui comprend ce que je fais, qui partage parfaitement ma vision. Et ça là, on ne peut pas le nier aujourd'hui. Rachid Gbadamassi partage complètement la vision de Patrice Talon. Et donc Rachid Gbadamassi aussi à sa base, il peut aller donc au niveau de sa base, écouter le retour du travail que font comment on appelle les ministres et revenir vers le chef de l'État. Ah, ma base dit que, voilà, chef, mieux vaut faire ci pour contenter les gens. Moi, je pense que c'est un poste, personnellement, moi, ça ne me surprend pas. Quand on veut avoir un conseiller, on doit prendre quelqu'un qui est avec nous, qui partage notre vision. Voilà. Non, sans commentaire. Sans commentaire. Alors, Romuald Wadayi. Bon, voilà, ça c'est, on va dire, le combattant de comment on appelle, c'est la première ligne de combattant de comment on appelle ça? C'est l'attaque ou la défense? Bon, moi je pense que c'est beaucoup plus les exécutants. Comment on va, sur un terrain de football, vous le mettez où? Sur un terrain non, c'est comment on appelle? C'est un attaquant, un avant-centre. Oui, c'est l'avant-centre de pointe même. Oui, parce que les notes que le Bénin a aujourd'hui sur le plan financier, c'est lui. Tous les moyens qu'on utilise pour changer le paysage du pays, il y a quelque chose qui vient forcément. Donc, moi, je pense que c'est un élément très important donc, du régime de Patrice Talon. Et croyez-moi, c'est un jeune ministre. Moi, j'ai appris quelque chose de lui il n'y a pas très longtemps, c'est qu'il envoie des gens se former dans les plus grandes universités sur le plan de la santé, ce monsieur-là, à ses propres frais. Il le fait. Oui, des Béninois qu'il envoie, des jeunes qui sont très performants. Il les envoie se former parce que je crois lui-même il a un fils autiste. Donc, il travaille beaucoup dans ce domaine-là pour que voilà, le secteur de la santé chez nous soit quelque chose, c'est-à-dire qu'on soit enviable, que le Bénin soit envié même sur le plan, voilà, une référence sur le plan de la santé. Et puis il envoie des gens se former à ses propres frais. Premier ministre des Finances. Moi, je suis, quand on évoque le nom du ministre d'État, Romuald Wadayi, moi je dis il n'y a pas meilleur acteur à remercier en premier au niveau de la gouvernance de Patrice Talon, si ce n'est pas lui. Il est resté très loyal, il a mis en place toutes les réformes qui ont permis à ce que notre pays aujourd'hui puisse avoir une très bonne signature à l'international.
quoi qu'on dise, le Bénin aujourd'hui se retrouve parmi, sur le plan financier, se retrouve parmi les meilleures nations. Il a été meilleur ministre de l'Afrique tout entière. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est des statistiques qui démontrent qu'effectivement, il est en train de gravir des échelons qui font la fierté de notre pays. Et donc, notre souhait, c'est qu'il continue ce qu'il a pu entamer depuis 2016. En 2025, moi, je reste convaincu qu'en 2025, il fera partie des grandes figures dont on parlera tout au long de l'année. Très bien. L'un de ces lieutenants, je vous donne quelques secondes de parler, l'un de ces lieutenants, c'est bien Nicolas Yanoussi. Oui, Nicolas Yanoussi aussi, oui, ça c'est quelqu'un qui compte parce que les impôts aujourd'hui, on paye beaucoup de taxes. Il fait partie de ceux qui ramènent les dividendes comment on appelle, au ministre donc des Finances. Ne serait-ce que les factures normalisées que nous faisons aujourd'hui, toutes ces choses-là, je pense que c'est des réformes qui permettent donc aux impôts. Non, Nicolas Yanoussi, ça fait partie des personnes qui ont marqué l'année également par tout ce qu'il y a comme taxe aujourd'hui. Je crois sur tout ce qui est au-dessus de 100 000 désormais, on doit payer 1%. Voilà, c'est des réformes qui continuent. On veut que tout ce que le pays peut engranger pour pouvoir continuer, voilà, tout soit traçable. Voilà, on fait beaucoup d'efforts au niveau donc des réformes aussi des impôts. Comment vous appelez ça, dans la loi des finances, dans la loi des finances 2025. Oui, mais le problème, c'est d'abord la question de la transparence. Le citoyen béninois qui paye aujourd'hui 10 francs au niveau des impôts, il sait ce à quoi son argent a servi. Ça, c'est fondamental de pouvoir le notifier. La deuxième chose, en matière de bonne gouvernance, qui relève quand même du travail qui se fait par le directeur général des impôts, c'est qu'il communique pour dire effectivement aux populations: nous venons de prendre telle mesure, telle disposition. Voici comment ça va s'appliquer. Avant, les gens ne le faisaient pas. Vous êtes là et puis on vous défalque, ça vous tombe dessus. Et à aucun moment, vous n'avez même la possibilité de faire remonter l'information pour chercher à savoir ce qui se passe. Mais aujourd'hui, vous allez au niveau de la Direction générale des impôts, tous les cadres se mettent au travail. D'abord, vous mettez pied au niveau de cette Direction générale des impôts, vous comprenez qu'il y a un travail extraordinaire en termes de dématérialisation qui se fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Au niveau de la dématérialisation, il y a vraiment un travail énorme qui se fait. C'est formidable. Et au-delà de ça aussi, M. Nicolas Yanoussi aussi est un monsieur très accessible. Moi, je vous le dis. Nous, on a essayé de lui faire une interview. On s'est dit que non, ça sera compliqué, on ne va pas y arriver. Mais je vous assure, premier coup de fil, il a accepté, venez. Et c'est dans son bureau, même le cadre de son bureau, qu'on a fait l'interview. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui est déterminé, qui veut vraiment, et comment on va dire, je ne sais pas, vulgariser en tout cas. Voilà, il veut vulgariser tout ce qu'il y a comme réforme autour donc, des impôts pour permettre donc à l'État de... On va finir en 30 secondes. Ce que je retiens de lui, c'est qu'avec lui, on a démystifié ce qu'on appelle les impôts aujourd'hui au Bénin. N'importe qui peut vous parler aisément des impôts sans pouvoir avoir peur d'en parler. Sans pouvoir se référencer à Zizouta, quoi. Exactement. même moi-même, tout simplement, moi seul, je calcule sur chaque facture que je fais, je sais à peu près ce que je paye comme impôt. Je le calcule, voilà. Donc, c'est magnifique. C'est très beau. On va finir. Sabine Fourne. Oui, c'est vrai, vous faites bien. Sabine Fourne, on se dit, c'est qui Sabine Fourne? C'est qui Sabine Fourne? Deuxième adjointe au maire de Ouida. Une femme très engagée. Et vous faites très bien de finir par cette figure. Parce que là, on est en train de tendre vers les Vaudou Days. Exactement. On est en train de tendre vers les Vaudou Days et elle se retrouve être la présidente du comité d'appui à l'organisation des Vaudou Days à Ouida. D'accord. Parce qu'en 2024, quand le chef de l'État a lancé les Vaudou Days à Ouida, on n'a pas vu toutes les autorités de Ouida prendre cette activité-là comme la leur. D'accord. Mais c'est effectivement investi pour qu'on puisse avoir un impact considérable. C'est fini. Oui, depuis, c'est fini depuis. Voilà, bon. Allez-y, parlez d'elle, c'est intéressant, parlez d'elle rapidement. Et donc, le comité national a trouvé qu'il fallait lui confier effectivement la conduite des travaux à Ouida.
Et aujourd'hui, c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc, en 2025, on aura encore la chance de découvrir davantage tout ce qu'elle a pu faire. Et pour finir, je dirais que pendant 2 ans, elle a travaillé, avant que les réformes touchant le domaine du foncier dans notre pays n'interviennent, elle a travaillé pendant 2 ans sur ces questions-là. Et aujourd'hui, les populations de la commune de Ouidah sont heureuses de voir que le foncier, qui était pratiquement un tabou, est devenu démystifié. Ça vous dit, Sabine Foun? Oui, notamment ses interventions dans le secteur, on va dire, culturel. Moi, c'est quelque chose qui me marque. Pour une femme, c'est quelque chose de très bien. Vous voyez, on a parlé, vous avez bien son sourire. C'est un sourire qui traduit une personne qui a de l'assurance, en fait. Oui, vous voyez, elle a de l'assurance. Voilà. Et ce que moi, je veux dire, c'est quoi? Regardez toutes les personnalités qu'on a citées tout à l'heure. Il y a de très grandes personnalités et c'est seulement la deuxième femme. Voilà, et c'est Madame Sabine Foun. Et moi, je pense que c'est des personnes également qu'il faut saluer. Et moi, je vois que finalement, le travail qu'on a fait ce matin, enfin, qu'on a fait aujourd'hui, c'est un travail qui nous permet de connaître également ceux qui travaillent réellement aussi. Non, mais c'est réel. Au sein de la République, ceux qui travaillent véritablement. Bon, dernière figure. Oui, Oumar Dianjou. Oui, allez-y. Oumar Dianjou. Oui. Oui, c'est vous la dernière figure. Ah ben écoutez, si vous pensez qu'on fait... en tout cas, à notre petit niveau, on essaie de faire ce qu'on peut. À notre petit niveau. Allez. Mais je tiens quand même à saluer toutes ces personnes. Marcel Yeddo est également une grande figure. Pourquoi pas. Oui, merci. Merci. Le temps, la télévision, c'est le temps, hein, vous le savez. C'est bien ça. Oui, merci à toutes et à tous. Merci, Hugues Hector Zogo. En 2 secondes. Est-ce que vous pouvez parler en 2 secondes? Merci à tous. Merci. Et vous? En 2 secondes? Oui. Merci infiniment. Allez, Marcel Yeddo, merci à vous, merci à toute l'équipe de production et de réalisation de cette émission. Le premier numéro du Forum des rédactions. J'espère que vous avez pris du plaisir à nous suivre à travers les arguments détaillés des débatteurs pour pouvoir justifier le choix porté sur telle ou telle personnalité comme figure de l'année 2024. Madame, Messieurs, vendredi prochain, que Dieu nous garde, Inch'Allah. Portez-vous bien.